Le grand oral continue et la question posée tout à l'heure se pose maintenant plus que jamais. Où est le combat? Comment poser le vrai combat? Qu'est-ce que combattre? Je reçois Valérie Pérez, bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors particulièrement donc ravi de vous recevoir pour votre deuxième tome des destins de femmes combattantes. Alors Destins de femmes combattantes, c'est le titre du deuxième tome des femmes combattantes. Il vient de sortir donc déjà depuis quelques jours, depuis même voilà hier. On se posait peut-être la question dans le premier tome, qu'est-ce qui vous poussait à raconter justement ces destins de femmes combattantes? On le comprend avec dès l'ouverture de ce deuxième tome, Destins de femmes combattantes. Ça commence d'abord par votre combat. Qui se place dans des circonstances dramatiques que vous avez décidé de raconter en ouverture de ce livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelles sont les circonstances? On est immédiatement embarqué dans une fuite. On est à Dubaï et vous fuyez. Pourquoi? Qu'est-ce que vous fuyez? Je fuis parce que je ressens cette peur anesthésiante d'être dans un environnement que je ne maîtrise absolument pas, avec une langue, une culture, des codes qui me sont complètement étrangers, avec un isolement aussi glaçant, loin de tout le monde. Alors, en plus de tout, moi j'avais vécu 12 ans en Israël et j'étais profondément libre en Israël. Je me suis sentie vraiment dans un pays où finalement rien n'était interdit et vous aviez le droit d'être qui vous vouliez. Et là, en arrivant à Dubaï, eh ben, les règles étaient extrêmement strictes. Et je me suis sentie, en fait, complètement... avec cette liberté qui m'était si chère, qui m'avait été enlevée. Qu'est-ce qui faisait que, justement, parce que vous le dites, c'est une prison sans barreaux. Quelle était cette prison? Pourquoi, au fond, ressentez-vous cet isolement? Alors que, paradoxalement, on n'arrête pas de présenter Dubaï comme étant le nouvel Eldorado, la nouvelle Manhattan, là où tout se passe, là où tout s'organise. Ouais. Et le centre vibrant du nouveau monde. Mais vous, c'est parce que vous êtes aussi dans une logique d'emprise. Un mariage. Oui, absolument. Je pense que cette emprise, je ne l'ai pas vue quand j'étais en Israël, parce qu'encore une fois, profondément libre, un travail qui était une passion, énormément d'amis, une famille, mes enfants qui étaient là, la vie finalement qui passait très très vite. On vit à 100 à l'heure en Israël. Alors pour rester évidemment transparent et pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, mais ce serait quand même étonnant, vous avez travaillé dans le journalisme, à la télévision, sur Attentive News, on vous connaît notamment par vos apparitions sur cette chaîne et vous décidez de partir à Dubaï pour des raisons personnelles parce que vous êtes marié et que vous suivez votre mari à Dubaï. Absolument. Lui, en fait, si vous voulez, je pense que il s'y est pas vraiment fait à Israël. Il y avait des choses qui lui convenaient pas. Pour lui, j'ai décidé de le suivre. Je pensais que peut-être ça allait lui faire du bien. Il allait se sentir mieux. Peut-être que ça aurait pu mieux se passer. En fait, moi, je suis arrivée en 2023 pendant l'été, une chaleur absolument torride. On est arrivé là-bas avec les enfants, il a fallu rescolariser. En fait, c'était vraiment un déracinement complet. C'est vrai que ce déracinement, je l'avais déjà vécu une fois en 2012, quand j'avais quitté la France pour aller en Israël. Et là, quand je suis arrivée à Dubaï, je dois dire que je suis arrivée dans un environnement qui était complètement l'inverse de ce que j'avais quitté. Alors, on parle de peur, on parle de manque de liberté, oui, parce que là-bas, tout est légiféré. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire sans donner votre identité. Mais c'est pas Dubaï que vous fuyez, c'est un mariage. C'est un enfermement conjugal et une emprise à laquelle vous voulez échapper. Oui, sauf que, si vous voulez, il y avait aussi l'isolement d'être loin de tout le monde, le fait de ne pas avoir d'amis, le fait finalement de ne pas avoir de vie réglée, et Dubaï, en plus de tout, parce qu'après le 7 octobre, moi j'avais un fils qui était à l'armée, ça a été pour moi très difficilement gérable d'être si loin. Je voulais faire du volontariat, je voulais aider Israël, je voulais aller sur le terrain, je voulais aider les soldats. J'entendais des histoires de mes amis qui envoyaient leurs filles sur le terrain, dont certains sont décédés. Donc c'était quelque chose qui m'a enfermée. Je me suis sentie enfermée. Et Dubaï, alors c'est vrai que pour certains c'est le nouvel Eldorado, c'est vrai c'est comme New York, sauf qu'il y a une petite différence, c'est pas New York. Dubaï, c'est effectivement un pays qui a avancé très vite, où il y a énormément de construction, où il y a beaucoup d'Israéliens qui habitent là-bas, où effectivement la vie est facile, où il y a une sécurité maximum pour les enfants parce que tout le monde est filmé partout. Parce que tout le monde est filmé partout. Donc quand vous êtes crée la sécurité. Ça crée la sécurité. Je pense que c'est du contrôle. Voilà, c'est super pour une expérience quand on est expat et qu'on a quelque chose à y faire. Mais on aurait pu choisir un autre pays. Et d'ailleurs, je lui disais, je ne peux pas rester là.
ça ne me convient pas, c'est extrêmement compliqué pour moi. La manière de vivre, la culture, les codes, en fait, moi je ne comprenais rien en fait, à ce qui m'est arrivé. L'expérience de la fuite, Valérie Pérez, vous met également, on va dire, en connexion ensuite avec d'autres femmes qui ont aussi vécu des moments de révolte, parce que vous dites ce livre, il est fait pour celles qui ont refusé de subir toutes les contraintes sociales imposées de la religion, du mariage, de ce que vous avez vécu également, que ça soit du Sénégal, en Iran, en Israël, en France, on va le découvrir. Donc c'est un vaste panorama des femmes en révolte et des femmes qui combattent, pas forcément, et pas du tout d'ailleurs sur les terrains de guerre, mais qui mènent les combats des fractures de leur propre vie. Et c'est en ça que vous avez voulu leur rendre un hommage à travers ces récits. Oui, en fait c'est un combat pour la dignité, l'égalité de dignité. Si vous voulez, quand j'ai commencé à écrire Destin de femmes en 2021, je trouvais incroyable que ces femmes vivaient des situations absolument exubérante, abracadabrantes, et que ça ne faisait pas la une des journaux. Parce que quand on rentre dans la vie des femmes, on se rend compte que ça dit beaucoup sur la société. Donc ces femmes, ce sont des femmes qui viennent du monde entier, c'est un voyage à travers différents pays, mais c'est aussi un voyage à travers l'intimité des femmes. Et en fait, elles nous expliquent avec leurs mots ce qu'elles ressentent dans des situations qui sont des situations inédites. Parce que quand on traverse des frontières, quand on décide de tout abandonner, nous les femmes, pour un mariage, et qu'on est isolé de tout, et puis qu'un jour ça se passe mal, alors on va où? On fait quoi avec les enfants? Il y a des situations qui évoluent, qu'on ne connaît pas, qui amènent énormément de souffrance, et on se rend compte que ces femmes-là, elles restent debout. Et si, en lisant les histoires de ces femmes, eh ben, les hommes comprennent, et les femmes finalement se disent que finalement il y a de l'espoir, et alors la mission elle est réussie. Donc c'est une démarche, un projet à la fois de témoignage, de réconciliation, de compréhension mutuelle. Comment vous avez identifié les personnages que vous avez pour ce nouveau tome que vous avez sélectionné? C'est encore à travers vos rencontres, vos reportages, des rencontres fortuites. Comment ça se passe? Comment vous décidez que tel destin, puisqu'il y en a tellement comme vous dites, sera un personnage de votre histoire? Écoutez, tous les destins m'ont touché, tous les destins m'ont profondément ému, mais c'est vrai qu'il y avait des destins que je trouvais quand même, ça me faisait réfléchir, je me disais, mais comment elle a fait? Comment elle a fait pour passer cette étape? Comment ça a été possible? Par exemple, quel est celui qui vous a le plus marqué? C'est évidemment la question. Par exemple, Claire, voilà, on parlait tout à l'heure de Claire. Claire qui est une Française qui va habiter en Israël. Qui travaille dans l'audiovisuel à Paris, qui rencontre un réalisateur israélien. Voilà, et puis d'un coup, elle va devoir aller vivre en Israël. Bon, l'histoire d'amour ne se finit pas bien, elle doit revenir en France, elle est là ici avec son enfant. C'est vrai que c'est difficile parce que l'enfant va devoir être séparé du père ou de la mère. Qu'est-ce que ça veut dire de voir des enfants simplement pendant les vacances scolaires? Donc tout ça, c'est quelque chose, on ne réfléchit pas à ça. Et puis on se rend compte que les souffrances sont énormes et que ces femmes, elles ont de la résilience, elles suivent la trajectoire et puis elles vont y arriver. Mais c'est vrai que toutes les histoires à travers le monde des femmes sont similaires. Ça a parlé d'amour, ça a parlé de harcèlement, ça a parlé de divorce, ça a parlé de mariage, ça a parlé de viol, ça va parler de travail, ça va parler d'adoption, ça va parler de parentalité, ça va parler de maternité, de désir d'enfant, d'infertilité, etc. Et on se rend compte que les problématiques, en fait, elles sont là, elles existent et il faut en parler. Il y a des moments aussi qui sont similaires. Il y a évidemment les circonstances et justement les grands thèmes, les grands sujets, les grands combats que vous avez ou les grands malheurs que vous avez mentionnés. Mais aussi un moment similaire, c'est-à-dire que j'ai repéré dans plusieurs circonstances que vous avez racontées. Le moment du départ, il y a toujours cette perception de la solitude quand on est dans le taxi, dans l'avion, et qu'on vient de le faire, que la femme vient d'essayer de partir. Souvent d'ailleurs, par rapport à un événement, comme vous disiez, lié à l'intimité, le mariage non désiré qui s'annonce, ou la conversion non désirée que l'on veut imposer pour rester en famille. Ouais. C'est ces moments-là que vous avez identifiés. Le courage, l'énorme courage de se dire je prends la décision de partir, la peur de l'inconnu, la reconstruction, qu'est-ce qui nous attend, comment ça va finir. Et la perception de notre monde, dont parfois on perd la dimension, je dirais, la plus choquante.
Awa, la Sénégalaise, elle est choquée par le silence dans les transports en commun. Personne ne se parle. Elle est frigorifiée par le silence. C'est ça, la froideur. La froideur qui est autour d'elle. Oui. Ça, c'est au fond, on a perdu l'habitude. On a perdu l'habitude. Parfois même, d'ailleurs, on aime le retrouver, ce silence. Oui. Mais pour d'autres, c'est quelque chose de choquant. Quelque chose de choquant. Oui. Et c'est vrai que tout ça, ça fait réfléchir. On se dit finalement, on a des injonctions comme ça, on les accepte, on vit avec. Mais quand on a un regard un petit peu plus satellitaire, on se dit, en fait, c'est pas comme ça partout. Mais c'est vrai que ce silence glaçant, il fait partie de notre quotidien. Et c'est extrêmement dur de gérer ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, ces destins que vous racontez sont de nature à justement à nourrir des combats féministes, ou c'est du témoignage pour réconcilier tout simplement des êtres entre eux, ou ça peut vraiment maintenant, je dirais, irriguer un combat féministe aujourd'hui? Écoutez, moi je ne suis pas féministe au sens vraiment féministe comme on peut l'entendre. Politique, militant du terme. Je trouve que c'est très bien que les femmes soient descendues dans la rue dans les années 70. Je trouve formidable ce qu'ont fait ces femmes, le droit à l'avortement, la liberté du corps. Je trouve ça merveilleux. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut un petit peu avancer. Et je crois que nous, les femmes, on est 51% de la population. On nous a toujours considérés comme une minorité. Aujourd'hui, il n'est pas question de ne pas prendre les hommes avec nous parce qu'il y a des hommes qui sont féministes. Pourquoi? Parce que les hommes ont des femmes, ont des filles, ont des nièces, et ils se rendent compte qu'il y a encore des inégalités au niveau du travail, au niveau des salaires, au niveau de la vie, au niveau des choix, au niveau des carrières, etc. Donc ces hommes-là, ils nous accompagnent, et ils nous accompagnent super bien. Donc moi je pense que ce féminisme-là, c'est un féminisme positif, qui est un féminisme qui est non clivant, et qui a autant d'hommes que de femmes qui peuvent comprendre la souffrance des femmes. C'est pour ça que dans ma chaîne YouTube Destin de femmes, j'interviewe et des hommes et des femmes qui nous racontent leur histoire, et qui sont toujours des histoires incroyables. Ça peut être n'importe qui. Vous pouvez rencontrer n'importe qui va vous dire une histoire, c'est pas possible que cette femme-là ait vécu ça. Comment elle s'en est sortie? Aujourd'hui, elle est là, elle est debout, elle a réussi, elle a élevé ses enfants qui ont fait des études. C'est hallucinant cette résilience. Et les hommes qui disent, moi aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que j'ai rencontré des femmes qui m'ont inculqué les bons codes. Et les bons codes, c'est quoi? C'est le respect de dignité, d'égalité, de dignité. Et à partir du moment où on comprend ça, alors ça peut aller mieux. Mais ça, c'est pas une manière, au fond, certains le diraient, mais vous accuserez en vous écoutant de dire, mais en fait, vous continuez le patriarcat en disant, derrière chaque homme qui a réussi ou qui s'est construit, il y a une femme qui était là et qui a travaillé pour cela. Quelque part, c'est encore confirmé que le rôle de la femme est de construire un homme. Oui. Peut-être, mais ça c'est des grandes phrases. Je pense qu'on l'oublie un peu trop souvent. Je pense que les femmes sont là pour donner naissance à aux civilisations, qu'elles ont une charge mentale qui est énorme. Que quand on voit comme elles allient vie professionnelle, vie privée, tout ce qu'elles peuvent faire, qui est complètement normal, qui n'entraîne d'ailleurs aucune reconnaissance, je pense qu'il est temps aujourd'hui de se poser et de se dire, ok, là aujourd'hui on est dans une société qui va mal, où on est un petit peu en perte, j'ai envie de dire, de repères, et remettre les choses à leur place. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a chargé énormément les femmes, et que on arrive à un stade où il va falloir... Où vous mettez le point, Valérie Perret, sur le fait que justement cette société va mal? C'est quand vous dites on a beaucoup chargé, on a augmenté considérablement la charge mentale sur les femmes, ou lorsque vous voyez des femmes qui sont militantes féministes qui disent ces femmes violées, on n'en veut pas parce qu'elles sont israéliennes, parce qu'elles sont juives? Mais ça c'est dramatique. De toute façon, nous à Destin de femmes, le 7 octobre, on a pris la parole et on a dit qu'on était choqués par ce qui se passait. On a été les premiers à le dire, et je trouve ça mais d'une inélégance. Je trouve que c'est enfin, je veux dire, en tant que femme, mais comment est-ce possible? Quel manque de sororité parce qu'elles sont juives? Alors, on ne parle pas des viols, mais enfin, c'est des mutilations, c'est des horreurs ce qu'elles ont vécu les Israéliennes. Mais au secours. Et à chaque fois que j'entendais des récits ou des témoignages, que je voyais des reportages, je me disais, mais comment on ne condamne pas plus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'elles vont devenir ces femmes? Parce que ces otages femmes qui sont sorties, avec quelles blessures elles vont vivre? Elles commencent un peu d'ailleurs à le raconter, malheureusement. Comment elles vont faire pour les retrouver sexuelles confiance? dont elles ont été victimes, certaines commencent très courageusement à les raconter pour pouvoir justement inciter à d'autres de pouvoir faire partager également leur douleur et leur souffrance. D'ailleurs, hommes et femmes qui Absolument. ont vécu du harcèlement sexuel, c'est dramatique.
On a vu effectivement dans ce moment-là à quel point il pouvait y avoir une cause qui pouvait être dévoyée et créer un extrémisme. On a le sentiment que le mouvement de balancier est en train de revenir de l'autre côté. La jeune génération a l'air de découvrir maintenant, ou découvre sur les réseaux sociaux des séries de vidéos qui s'appellent L'homme est capable de, c'est-à-dire on redemande à un homme d'être au fond dans une logique plus viriliste, de supporter la douleur, d'être capable de pouvoir faire des choses difficiles. C'est un rééquilibrage qui est en train de se mettre en place selon vous? Je pense que c'est un rééquilibrage qui est certainement individuel et personnel. Je pense que c'est très compliqué de donner des grandes lignes. Je pense qu'en écoutant les gens, on apprend énormément. Quand j'ai écrit ces 2 livres, peut-être plus le deuxième, parce que le deuxième, je me suis laissée aller vraiment à la création littéraire, ce que je ne me permettais pas dans le premier, parce que je voulais pas trop me détacher des histoires de ces femmes. Là, c'est vrai que c'est un petit peu scénarisé. Et je pense que quand on rentre dans le cœur de ces femmes, et de ces hommes d'ailleurs aussi que j'ai rencontrés, ça sera certainement l'objet d'un autre livre, on se rend compte qu'on apprend parce qu'il y a un transfert qui se fait. Et c'est quand on ressent ça, quand on se dit, ben, il s'est passé ça, qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place? Ben, c'est là qu'on grandit. Donc oui, c'est bien de donner des grandes lignes, c'est bien de dire il faut rééquilibrer, c'est bien de dire les hommes ils devraient en faire un petit peu plus, et puis peut-être les femmes un petit peu moins, ou bien peut-être laisser les femmes libres de leur choix. À partir du moment où les femmes sont heureuses et les hommes sont heureux, et qu'ils ont trouvé cet équilibre qui est si difficile à atteindre, ben dans ces cas-là, tout va bien. Mais on se rend compte que pour que les femmes trouvent l'équilibre entre la maternité, entre le travail, on voit bien au niveau des carrières, ça ne se passe pas de la même manière. Au niveau des salaires, ça ne se passe pas de la même manière. Quelles sont les femmes, dans quelle partie du monde faut-il aider, selon vous, soutenir les femmes qui vivent en ce moment les épreuves, les tensions les plus compliquées? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de la situation des femmes iraniennes. J'avais raconté l'histoire d'une femme afghane dans mon premier livre, mais aujourd'hui, et d'ailleurs en étant à Dubaï, il y a énormément d'Iraniens à Dubaï, des gens qui ont fui l'Iran. Et j'ai rencontré énormément de femmes qui me racontaient leur histoire et la manière, leur invisibilité quand elles habitaient à Téhéran, la peur qu'elles avaient de rester dans ce chemin tout tracé, l'envie d'avoir une autre vie, de vivre autre chose, et leur arrivée à Dubaï et la manière complètement différente qu'elles... Par contre, ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, c'est l'amour pour leur pays. C'est-à-dire que elle vous dit, les femmes iraniennes. Les femmes iraniennes, c'est un pays merveilleux, on veut y retourner. Tu sais, il y avait un café où on buvait ça, ou bien on allait faire du ski pendant l'hiver, ou bien il y avait des choses. Enfin, vraiment, je sentais qu'il y avait un amour profond pour leur pays. Et aujourd'hui, oui, effectivement, je pense à ces femmes iraniennes courageuses qui enlèvent leur voile, qui risquent la prison, qui risquent les coups de fouet. On a vu toutes ces femmes qui sont mortes sous la torture parce qu'elles ont osé dire non et vouloir être libres. Donc et ne plus avoir peur d'en mourir. C'est surtout ça qui maintenant déstabilise aussi le régime. C'est vrai que c'était, au fond, Femmes, Vie, Liberté n'est pas une révolution féministe, mais une révolution féminine. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui l'ont initiée et les hommes ont suivi derrière. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est aussi un exemple de révolte contre un pouvoir qui opprime et qui oppresse, avec justement une réconciliation homme-femme. C'est ça peut-être ce qui est porteur de leçons. Mais de toute façon, la réconciliation, elle est obligatoire, parce qu'on ne peut pas y aller l'un sans l'autre. Et puis je ne sais pas si vous avez vu un petit peu circuler sur les réseaux sociaux, mais en fait, on voit des cadavres dans les rues de Téhéran. Où sont les cadavres de femmes, alors que c'est elles qui ont initié la révolution? Donc il faudrait se demander où elles sont. Et les enfants, parce qu'ils disaient, les Iraniens, en fait, on va manifester en famille. Pourquoi on voit que des cadavres d'hommes? Donc tout ça, ça devrait interroger, en fait. On devrait se dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on nous montre. Vous avez justement envisagé et vous avez exploré beaucoup de destins de femmes. On est à Dakar, on est à Téhéran, on est à Paris, vous l'avez dit, on est à Tel Aviv. C'est un grand voyage à travers justement ces destins. On peut envisager le destin de la femme autrement que par le combat. Très souvent, on associe la femme au combat. Est-ce que vous dites un jour on pourra voir effectivement ou envisager, approcher une histoire de femme autrement que par le combat? Oui, quand les hommes rejoindront le combat, quand les hommes nous accompagneront de la même manière qu'on le mène. On n'a pas envie de combattre. C'est une lutte commune, j'ai envie de dire. C'est arriver vers
un chemin d'égalité ensemble. Pourquoi vous estimez qu'aujourd'hui les hommes ne sont pas assez au fond aux côtés des femmes, alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui considèrent que justement qui sont parfaitement en phase avec ce que vous dites et qui sont sensibles à ce que vous dites. On a vu l'exemple iranien, on le voit aussi ailleurs. Quels sont les combats sur lesquels justement et les avancées qui permettraient de continuer à réconcilier? Vous savez, ça fait 2000 ans en fait que c'est comme ça. Ça fait 2000 ans, regardez, les droits de vote des femmes, ça date depuis pas si longtemps que ça. Les femmes étaient sous tutelle, elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Quand elles devaient travailler, il fallait demander à leur mari. Donc tout ça a été très vite. Pourquoi voulez-vous que les hommes renoncent à des droits qu'ils ont depuis 2000 ans? Ils ne veulent pas. Moi, je vois mon père, qui est de la génération ancienne, on en parle hyper souvent, ils me disent, mais qu'est-ce que vous voulez les femmes? Rien. On veut juste l'égalité, dignité. Il comprend pas. Il dit ça parce qu'il ne comprend pas, en fait, en réalité. Il ne comprend pas quelles sont le sens des revendications. Mais je ne comprends pas. Toi, tu as 4 filles. Et au nom de tes 4 filles, tu ne voudrais pas, finalement, qu'on soit heureuse, qu'on puisse avoir une place dans la société, une place digne, une place où on puisse être heureuse, etc. Il me dit, mais en fait, qu'est-ce qui vous manque? Donc, si vous voulez, c'est générationnel. Ces hommes-là qui ont vécu d'une certaine manière, pourquoi voulez-vous qu'ils laissent leurs droits aux femmes? Mais nous, on ne veut pas de leurs droits. Il n'est pas question de devenir un homme. Moi, je suis très contente de ma place de femme. On ne veut pas du tout changer de place. Mais on veut juste avoir les mêmes droits au niveau égalité, au niveau dignité, et puis surtout qu'on puisse s'adapter au fait que une femme... elle vit une maternité, donc oui, effectivement, mais elle va devoir s'arrêter de travailler, ça ne va pas la rendre moins meilleure, mais peut-être travailler sur ça, à une loi qui la prendrait en charge autrement pendant cette maternité, parce que quand vous partez, moi qui ai travaillé dans plusieurs rédactions, quand je tombais enceinte, si vous voulez, ma place, elle était prise. Il fallait tout recommencer, ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Alors, vous avez arpenter maintenant les destins donc des femmes combattantes et des femmes moins combattantes, mais pendant très longtemps, vous avez aussi arpenté le pays d'Israël avec tous les paysages et surtout les histoires et les régions que vous avez fait découvrir. Quelle est pour vous la région de ce pays ou le pan de cette société que vous avez permis de découvrir donc à la télévision et qui vous continue à vous accompagner, qui vous marque encore? Jérusalem. Pourquoi? Jérusalem. Tellement classique. Je sais que c'est classique. Je sais. Vous auriez aimé que je vous donne un endroit moins connu. Non, je commente ce que vous dites, mais... c'est vrai que c'est classique, mais en fait, on n'a jamais fini de connaître Jérusalem. Vous pouvez rester, j'y habiter, vous pouvez rester 1 an à Jérusalem et toujours découvrir des endroits différents, parce que ça vous donne une leçon d'humilité, parce que c'est le croisement des 3 religions, parce que vous voyez comment on vit à Jérusalem, parce qu'il y a cette lumière qui est tellement particulière quand vous vous réveillez le matin, parce que vous sentez la présence divine, parce que vous sentez que c'est un endroit qui est différent dans le monde. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais tourner à Jérusalem, je repartais, j'avais les yeux pleins, avec plein d'étoiles, parce que je voyais des églises orthodoxes, ou bien des synagogues cachées, ou bien des Arméniens qui faisaient de la poterie, ou bien des artisans exceptionnels. Et puis c'est une ville très moderne, c'est profondément moderne Jérusalem, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est vrai que quand on pense au bien-être, on pense tout de suite à Tel Aviv, mais quand vous allez à Jérusalem et que vous fouinez un petit peu, il y a des choses extraordinaires. Alors vous connaissez très bien donc, ce pays, il y a le modèle de Jérusalem, et effectivement, vous dites il y a la lumière, la présence divine, mais aussi le modèle de Galilée, de Nazareth, oui. où aussi un autre parcours a commencé, Oui. celui de Jésus, et qui a eu ensuite un avenir, on va dire. Mais là aussi, vous avez rencontré des Israéliens, citoyens israéliens, qui ne sont pas juifs, qui sont dans le corpus de l'État d'Israël. Comment vous avez senti, justement, à chaque fois, dans vos rencontres, cette population des Arabes israéliens qui, au fond, sont les premiers prochains? Oui. Écoutez, moi je pense que si la France prenait exemple sur la manière de vivre en Israël, vous parlez de Nazareth par exemple, qui est une ville aussi merveilleuse, pleine de... vous ressentez des choses incroyables là-bas, ou bien vous prenez Yafo, où les juifs et les musulmans vivent ensemble. Si ça se passait comme ça dans les banlieues, ça irait très bien. Moi j'y ai travaillé là-bas pendant 12 ans, connaissais tout le monde,
tout se passait bien. Il n'y a jamais eu de heurts comme on peut entendre aujourd'hui en France dans les banlieues. Jamais de remarques racistes. Jamais de choses qui m'ont mise mal à l'aise. Ou je me suis sentie en sécurité. Donc, Israël, c'est un modèle. Israël, c'est vraiment un modèle. Et je pense qu'on devrait vraiment plus apprendre de ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas cette haine qu'on nous vend ici dans les médias ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, voilà, le cri politique de Valérie Pérez à la fin donc, de cette émission. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt donc, et la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Grand Oral. D'ici là, portez-vous bien.